dear. Valid people. Et bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, ici Damien qui vous parle, président de Dear Valid People. Je souhaitais vous annoncer l'émission qui va suivre puisqu'elle est un peu spéciale pour nous. C'est une conférence qu'on a eu l'occasion de donner au quartier généreux à Montpellier sur la thématique du validisme. Terme que l'on emploie régulièrement durant nos conférences mais qu'on n'a jamais eu l'occasion de définir. Ces mélanges se fait au travers de cette conférence qui a duré 2 heures, qui a été enregistrée. C'est pour ça que nous avons fait le choix de la diffuser en 2 parties. Et la première partie est diffusée aujourd'hui, chers auditeurs, pour les fêtes de Noël. Une manière de pouvoir parler encore plus de discrimination, de pouvoir s'armer contre elle. Je vous souhaite une bonne écoute. La deuxième partie sera diffusée en début d'année prochaine. En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année, chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette conférence participative sur le validisme organisée par Dear Valid People. Dear Valid People, c'est une association de la loi 1901 dont l'objectif est de déconstruire le handicap et de mettre en lumière la discrimination qui lui liait le validisme. C'est une association qui existe depuis 1 an, l'émission existe depuis 5 ans. Et on fait des conférences tous les mois en lien avec des thématiques sur le handicap qui sont rediffusées ensuite en podcast. Je suis Damien Fargeau, président de l'association, moi-même en situation de handicap, et je suis accompagné de Béatrice Perdillon. Oui, bonsoir. Moi, je suis Béatrice et je suis trésorière de l'association Dear Valid People. Et aussi à Montpellier, je suis chroniqueuse radio chez Divergence FM sur le sujet du handicap, en fait, aussi. Voilà. Oui. Une magnifique chronique s'appelle « Va te faire dévalider ». Viens de faire dévalider. J'étais un peu plus polie, j'ai hésité. Mais l'idée est là. Nous, ce soir, on va parler de validisme. Ça nous semble important parce qu'en fait, c'est un terme qu'on emploie régulièrement dans nos conférences, dans notre communication à Dear Valid People, mais au final, on n'a jamais eu l'occasion de réellement définir le terme, de pouvoir en discuter. Donc, nous sommes très contents d'avoir eu cette opportunité de faire cette conférence ici au quartier généreux. On remercie Olive qui n'a pas pu être là malheureusement, mais qui est la personne qui nous a permis d'être là ce soir. Donc pour commencer, je vais poser une question très simple. Dis donc, Jamie, qu'est-ce que le validisme ? Alors c'est vrai qu'on se rend compte vraiment, pour revenir là-dessus, que le validisme, c'est un terme qui est absolument pas connu. Que ce soit du grand public en général, que ce soit des personnes handicapées elles-mêmes, des personnes qui travaillent dans le domaine du handicap. Vraiment, en général, quand j'arrive devant une salle et je demande qui connaît le mot validisme, il y a 2-3 mains timides qui se lèvent. On sent que le terme, il a pas encore vraiment pénétré en France. Voilà, il est resté un peu dans la sphère militante. On aimerait le faire sortir de la sphère militante pour le faire arriver un petit peu sur la voie publique, qu'on puisse en parler comme on parle de racisme, de sexisme et de tout ça.
Et donc, le validisme, en fait, c'est l'oppression systémique qui sont vécues par les personnes handicapées, donc toutes les inégalités, toutes les discriminations. Et pourquoi, en fait? Parce que ces personnes, en fait, sont catégorisées comme sortant, en fait, de la norme médicale du corps valide, tout simplement. Donc il y a une idée très très forte en fait de normes, qu'un corps devrait réagir de telle ou telle façon, agir de telle ou telle façon, et quand on n'est pas dans ces cases-là, on est automatiquement étiqueté comme étant handicapé. Alors quand on parle de corps au sens social d'un ensemble, parce que bien sûr le handicap peut toucher l'esprit, peut toucher le raisonnement. Donc en fait voilà, ce sont toutes les normes sur lesquelles on doit être d'une certaine manière finalement dans la société. Et ce qui est important là-dedans, c'est de se rendre compte que finalement, l'idéologie validiste en fait fait que les personnes handicapées, elles sont considérées comme naturellement inférieures en fait au reste des humains. Comme ça, on a un peu une sous-catégorie de citoyens. Et du coup, en fait, ça justifie le fait qu'on soit discriminé finalement. C'est-à-dire que des choses qu'on n'accepterait pas pour le reste de la population, on l'accepte pour les personnes handicapées parce qu'elles sont handicapées. Voilà, c'est la seule justification possible. Donc voilà. Et il y a une idée derrière de construction sociale, Damien. Oui, à l'image des autres discriminations connues, comme le sexisme, comme le racisme, le validisme aussi, une construction sociale, c'est pas quelque chose qui est naturel. Il y a souvent ce mot qui revient, j'ai l'impression aussi, c'est naturel, c'est comme ça. Comme si en fait il n'y avait aucune possibilité de débattre et de pouvoir en discuter. Ça peut aller même jusqu'à l'emploi du mot, en fait, du validisme. On va employer aussi des termes conjoints comme le terme validiste, être validiste, et les personnes valides, ou souvent quand je parle de ce terme, les personnes valides, on me répond toujours « mais ça sous-entend que les personnes handicapées sont invalides ». Alors non, justement ce n'est pas le même champ sémantique pour moi quand on parle de validisme. C'est pas la même chose que la validité. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être valide dans le sens validité, mais plutôt dans le sens que le pendant de personnes handicapées, c'est personnes valides. Comme le pendant de personnes homosexuelles, c'est personnes hétérosexuelles. Et déjà là, on peut sentir qu'il y a aussi des fragilités à ce niveau-là où on n'ose pas parler des personnes hétérosexuelles. Comme si, en fait, c'est un allant de soi d'être hétéro-valide, cis, blanc. Exactement. Et il y a un côté, alors on a l'impression de rentrer dans un monde un peu trop binaire quand on parle de personnes handicapées d'un côté, personnes valides de l'autre, comme si on avait un espèce de mur entre les deux, et ça donne l'impression qu'on oppose deux catégories de la population, alors que finalement c'est pas vraiment le cas. Il faut voir les choses de façon beaucoup plus nuancée, et justement toutes les catégories finalement qui nous définissent dans la vie, toutes les étiquettes qu'on nous met de notre race sociale, de notre genre, de notre orientation sexuelle, en fait, c'est pas des catégories étanches, et ça l'a jamais été au cours de l'histoire. Et d'ailleurs, dans un essai que je vous recommande très fort, qui s'appelle Brave Bête, Sunora Taylor, en fait, l'autrice, elle va comparer la manière dont on traite les animaux et la façon dont on traite les personnes handicapées. Donc, elle est elle-même handicapée, elle a grandi handicapée aux États-Unis. Et elle explique que notamment, en fait, comme tout la race sociale, le genre, la sexualité, en fait, le handicap, il voit ses définitions changer constamment en fonction d'une myriade de facteurs comme la religion, comme les structures de la parenté, les mesures politiques et économiques, la période de l'histoire, bien sûr, le pays, la géographie, peu importe. Donc, en fait, on est vraiment sur une définition qui va changer en permanence. C'est comme ça qu'à des périodes de l'histoire, en fait, à l'époque de la colonisation, il y a des colonisateurs blancs qui sont arrivés dans des pays et qui ont décidé que tout ce peuple-là était handicapé sur des raisons d'infériorité physique et intellectuelle. Donc en gros, voilà, on prenait tout un peuple, on disait que le peuple est handicapé, et ça permettait de justifier qu'on le colonise. Donc on voit que voilà, le handicap, c'est quelque chose de très fluctuant en fonction de l'histoire, et qu'il n'y a pas c'est pas des catégories étanches, et que c'est quelque chose finalement qu'on construit actuellement dans la société. On définit
qu'est-ce que le handicap, qu'est-ce qui n'est pas handicapé, et c'est pour ça que parfois nous-mêmes on a aussi du mal à se situer en fait. Je côtoie beaucoup de personnes qui par exemple qui ont des handicaps chroniques et qui disent dans mes meilleurs jours je me sens pas handicapé, je me sens illégitime à me définir comme handicapé, et puis le lendemain je vais pas arriver à sortir de mon lit. Donc c'est voilà, la notion de handicap elle est fluctuante même chez nous dans notre intériorité finalement. On a pu en parler notamment dans un épisode hors série de Dear White People avec Emma Vega, une autre membre du bureau. On a parlé de légitimité à se dire handicapée parce qu'elle-même disait qu'elle avait l'impression de prendre la place de quelqu'un, alors qu'en fait ce n'est pas une histoire de prendre la place de quelqu'un, au contraire c'est créer sa place, qu'il y a de la place pour tout le monde et que tout le monde a la liberté de se sentir handicapé tel jour, moins handicapé un autre jour, et tout dépend aussi des activités que l'on fait et en fonction de notre handicap. Comme tu as pu le dire, ça évolue constamment au niveau de l'âge, des différents âges dans l'histoire, mais aussi au niveau de l'instant T. J'ai l'impression qu'en fonction de l'activité que l'on fait, aussi petite soit-elle, en fait, on va être plus ou moins handicapé. Et non, mais pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on aime bien dire en rigolant, je vous précise, vos corps valides sont éphémères. C'est une manière de dire un petit peu cynique que finalement, en fait, dans notre vie, on va connaître différents états de validité plus ou moins. Voilà, notre validité, elle va être elle-même fluctuante. On va se retrouver dans des états de temporairement handicapés, dans des états plus ou moins de dépendance de toute façon en vieillissant, c'est-à-dire que de toute façon la courbe de la vie fait que en vieillissant on arrive tous vers cette situation de handicap, voilà, de toute manière. Et donc voilà, on a des situations qui vont fluctuer au cours de la vie, même une grossesse peut être handicapant de plein de manières, perçue comme handicapante aussi d'un point de vue de la société. Donc c'est pour ça que c'est hyper important en fait de traiter le problème d'une manière collective, et ça nous amène à notre prochain point parce qu'en fait on va un peu parler de où viennent en fait les luttes anti-validistes, d'où ça vient tout ça, et j'aimerais vous parler un petit peu de l'aspect historique rapidement sans faire un cours d'histoire. Mais en gros, les luttes anti-validistes, elles ont commencé plus ou moins d'un point de vue, comment dire, là où on peut commencer à retracer leur histoire. C'est en fait à l'époque où il y a eu les mouvements des droits civiques aux États-Unis, qui a été mené par les militants afro-américains. Ça a commencé avec leur lutte, et comme souvent dans ces grands mouvements de liberté qui traversent les pays comme mai 68, etc. En fait, ça va toucher d'autres groupes au fur et à mesure, les personnes, les femmes, les jeunes, etc. Et les personnes handicapées aussi ont suivi cette espèce d'élan de liberté pour commencer à réfléchir un peu sur elles-mêmes, sur leurs conditions. Et en fait, ça a créé quelque chose, c'est que dans les universités anglo-saxonnes, il a commencé à avoir des études. En fait, les chercheurs se sont intéressés au handicap, qui a auparavant été relégué un peu comme un sous-sujet. Et en fait, ils ont commencé à chercher à parler du handicap, en fait, d'un point de vue sociologique, politique, historique. Et ils ont fait ce qu'on appelle des disability studies, excusez-moi l'accent, des études du handicap qui étaient un petit peu inspirées des études du genre, en fait, qui avaient déjà commencé dans les universités américaines. Et donc, voilà, ils ont un petit peu comme ça fait un peu bouillir la marmite, essayer de réfléchir à tout ce que ça tend. Et c'est un peu dans ces années-là, en fait, qu'ils ont commencé à définir, en fait, ce qu'on appelle le modèle social du handicap. Et c'est là que ça va un peu révolutionner la pensée, parce qu'on va d'un coup passer en fait de ce qu'on appelle le modèle médical du handicap au modèle social. Alors je vous explique un peu très rapidement. En fait, le modèle médical, c'est que je suis une personne handicapée. Le handicap est un problème intrinsèque, individuel. J'ai un handicap à l'intérieur de moi, et la société va chercher à me réparer moi en tant qu'individu, à me normaliser, à me réparer, à me soigner. Ça, c'est le modèle médical qu'on connaît beaucoup en France. En gros, c'est un souci individuel avec une réponse individuelle de traitement, de soins, de normalisation. Et le modèle social, en fait, c'est d'envisager simplement que nos handicaps, en fait, sont créés par nos environnements. C'est-à-dire que, en fait, le handicap, c'est une interaction entre un environnement inadapté et une personne.
Pourquoi ? Parce que notre société, elle a été pensée par et pour les personnes valides, encore une fois. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, moi, je suis à moitié sourde. Si je vais au cinéma et que toutes les séances sont sous-titrées, que j'ai pas de problème et que je peux choisir le film que je veux, je ne ressens pas mon handicap dans la société. Mais actuellement, ce n'est absolument pas le cas. Il y a par exemple pas de possibilité. Je vais aller voir un film dessin animé ce week-end avec mon fils. Je peux pas avoir du français, du sous-titrage. Ça n'existe pas dans les cinémas. Donc, tant pis pour moi. Mais c'est pour dire, voilà, il y a une adéquation entre l'environnement et la personne qui ne se fait pas. Et ça, c'est le modèle social. C'est-à-dire que d'un coup, on l'envisage comme un problème collectif. Et du coup, si c'est un problème collectif, la réponse, elle peut être que collective. Voilà. Et ça, c'est un outil politique, un outil d'empouvoirment qui a créé à ce moment-là, qui est hyper intéressant. Mais c'est un outil politique avec ses limites. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir des douleurs chroniques, qui va ressentir des douleurs dans son corps, ne va pas pouvoir en fait être aidée juste par le modèle social. Vous pourrez lui mettre toutes les adaptations possibles, elle aura des douleurs dans son corps. Donc c'est un outil avec ses limites. Quelque part, la réalité, elle se situe à mi-chemin entre ce modèle social et ce modèle médical, c'est-à-dire qu'on a besoin, bien sûr, du médical, on a besoin de la recherche, on a besoin de guérir certaines choses, on a besoin d'améliorer certaines choses, mais il faut avant tout penser le handicap selon le modèle social, et ça, c'est hyper important. C'est un outil de lutte, en fait, finalement. Oui, et je pense qu'aussi, on espère trop chercher à guérir les gens, alors que c'est quelque chose qui peut être impossible dans la majorité des cas. Et au lieu de chercher une solution à ça et de pouvoir allier sur le côté, de faire un pas de côté, trouver une solution pour vivre en harmonie dans l'inclusion, on va plutôt continuer à espérer pouvoir guérir des gens et à faire des événements problématiques pour uniquement chercher à faire avancer de la recherche comme si c'était qu'une question d'argent. Mais c'est aussi la chance, c'est aussi une chance en fait de réussir à trouver une solution à une maladie. Ça va être une maladie spécifique dans un cadre spécifique qui va pas forcément marcher pour tout le monde. Juste avant de continuer, j'aimerais faire une petite parenthèse, notamment pour les personnes qui nous écoutent, et peut-être de préciser de quel type de handicap on est sujet. Moi, par exemple, je suis une personne me déplaçant en fauteuil roulant électrique la plupart du temps, mais je peux quand même marcher, je peux me déplacer avec de l'aide technique ou humaine. Donc, je suis principalement sujet à un handicap moteur, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'il en est de toi, Béatrice ? Alors moi, donc, j'ai une surdité depuis l'enfance, en fait. D'à peu près 50%, ça va pas vous aider grand chose pour vous dire ce que ça représente, mais voilà. Et ce qui est marrant, c'est que après des années de travailler dans le milieu du handicap, je me suis rendu compte c'était pas mon seul handicap. Il y a des choses qui sont pas forcément diagnostiquées, mais qui sont entre la neurodivergence, un peu trouble psy, TDAH, on va voir. En cours de diag, sachant que dans le milieu militant, on essaie de pas forcément trop parler en termes de diag parce qu'il y a des personnes qui sont auto-diag aussi, et il faut aussi l'entendre que parfois la médecine actuellement n'est pas forcément avancée sur tous les domaines et que parfois on s'auto-diag avant la médecine, donc ça s'entend et ça se comprend à ce niveau-là. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire et pour compléter d'une certaine façon, c'est que souvent, de ce que j'ai remarqué dans les milieux neuroa justement, c'est que il y a pas de diag, il y a rarement des diags sans autodiag avant de toute façon. Donc les gens ont besoin d'abord de se comprendre comme étant neurodivergents avant d'aller chercher un diag, parce que pourquoi on irait chercher un diag alors des fois on sait même pas que ça existe, la divergence en fait. Exactement, il y a toute une recherche en fait, il y a souvent un processus intellectuel qui se passe en amont et souvent durant ce processus d'ailleurs nos symptômes vont s'aggraver parce qu'on est en train de reconnaître qu'il se passe des choses en nous, etc. Donc c'est tout un process et il faut suivre ce process avant d'avoir un quelconque diag. Donc voilà. Et puis encore aussi beaucoup de stigmatisation, beaucoup d'incompréhension aussi sociale vis-à-vis de ça qui font que parfois on n'a pas envie d'être diag officiellement, parfois on n'a pas envie non plus
plus d'être administrativement catalogué comme ci ou comme ça. On va en parler tout à l'heure parce que le handicap parfois c'est tout un process en fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est un peu trop, ça devient un peu trop systématique cette logique du diagnostic où en fait on a besoin d'avoir un diagnostic pour ensuite avoir accès à ce dont on a besoin en fait pour notre quotidien, ce qui est un peu triste d'ailleurs, et que aussi je pense que ce besoin de toujours avoir un diagnostic, ça va rejoindre aussi cette obligation à la validité, rentrer dans des normes aussi finalement. Ça revient à ça, c'est qu'on essaie toujours de nous mettre dans des cases, soit valide, soit handicapé, soit quelque chose, soit autre chose. Je comprends parce que je crois que j'ai fait ma première RQTH, j'avais 27 ans je crois. Et j'avais eu l'impression que ça allait me stigmatiser, genre ça y est, je suis handicapée. Alors j'étais handicapée depuis l'âge de 8 ans à peu près. Mais non, j'avais l'impression que c'était à ce moment-là, quand je remplissais un dossier administratif, que ça allait me coller une étiquette pour toujours. Et voilà. Et maintenant, au contraire, j'essaie d'aider les potes autour de moi à faire leur dossier RQTH, à faire leur demande d'AH, etc. Parce que je sais que parfois, on peut avoir besoin de cette reconnaissance aussi administrative. Parfois non, ça peut dépendre des moments de notre vie, des étapes. Parfois c'est juste purement, on a besoin d'une aide matérielle, on a besoin d'une aide financière. Donc on est obligé d'en passer par là. On n'a pas tous envie de le faire. Et aussi parfois on se sent pas légitime à le faire. Parfois on dit non mais moi ça va, je suis pas suffisamment handicapée pour avoir besoin de remplir un dossier administratif. Donc c'est souvent ça qui se passe. On ne sait pas, la plupart des gens en fait ne se rendent pas compte que les choses qu'ils ont en fait peuvent rentrer en fait dans la peut-être de case administrative handicap. Là, je parle bien du côté légal administratif, qu'est-ce qui est reconnu ou pas comme étant un handicap. Donc il y a beaucoup d'aides en fait qui sont pas données parce que les gens ne vont pas les chercher en fait. Et puis même quand on va les chercher, ça devient compliqué parce que faut qu'elles existent. Enfin, encore récemment, c'était compliqué d'avoir des aides de la part de la MDPH dans le cadre de handicaps psy ou mentaux. Et moi, ce que je trouve assez fou, c'est qu'en fait, de devoir faire cette demande à la MDPH, de devoir renouveler cette demande, c'est comme si on devait toujours demander la permission d'être handicapé, en fait. Et d'être reconnu handicapé par des personnes majoritairement valides, comme si on n'était pas spécialiste de notre propre situation, où souvent on va donner plus de poids à des médecins qu'à nous vivons le quotidien avec notre handicap. Donc je trouve ça assez dingue cette maladie en fait de toujours vouloir mettre les gens dans des cases et cette norme. Et là c'est pareil, c'est un terme que j'ai appris cet été qui s'appelle la normopathie. La normopathie, cette, on va dire, pas maladie sociale, on pourrait dire, de toujours vouloir être dans des normes. Et en fait, là, c'est pareil, c'est là où on se rend compte de pouvoir mettre des mots sur quelque chose qu'on vit. C'est quelque chose de très libérateur, ce qui a été le cas pour moi avec le terme validisme. Quand j'ai appris ce terme il y a encore pas si longtemps, il y a quelques années, en fait, un mot qui résume plein de situations de ma vie, encore des situations que je vis aujourd'hui, et c'est très très fort. En fait, c'est libérateur de découvrir le validisme pour les personnes handicapées. C'est vraiment une expérience en fait de dire en fait tous nos vécus ils ont ce point commun, c'est le validisme. Et en fait, ça permet d'ouvrir les yeux parce que moi vraiment quand je suis rentrée dans cette sphère militante en fait, je suis rentrée par le féminisme en fait. Moi j'étais
savez, c'était la vague post-MeToo. J'avais vraiment envie de m'investir, voilà, dans une association féministe. Et j'ai répondu à un appel sur les réseaux du style « Hey, tu es une femme handicapée, viens ici parler, on va parler de nos problématiques. » Moi, j'avais jamais pensé, en fait, à mettre en lien ma condition de femme et ma condition de personne handicapée. Et c'est comme ça en fait que j'ai débuté en fait dans le militantisme et en fait ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'avais jamais entendu le mot validisme avant, pareil, donc j'ai découvert il y a 6 ans en arrière maintenant. Et en fait ça m'a permis d'accepter tout un tas de choses dans ma vie. On va en parler après quand on va parler des différentes formes de validisme. On y vient, mais en fait, on se rend compte déjà que le validisme, en fait, il est dans chaque aspect de nos vies. En fait, c'est pour ça qu'on parle de validisme systémique. C'est qu'en fait, ça touche tous les aspects. Ça touche le privé, ça touche le professionnel, le social, le médical, le juridique, enfin, voilà, ça touche vraiment absolument toutes les sphères de la vie. On va en parler un petit peu mieux, notamment voilà dans l'éducation, dans le travail, voilà. Et Damien, je te redonne la parole. Avant d'aller sur le validisme systémique, moi aussi j'aimerais revenir sur comment j'ai découvert le validisme. Moi aussi, c'est en lisant sur le féminisme, je me rends compte en fait des parallèles qu'il peut y avoir entre féminisme et anti-validisme. Et en fait, je me dis, mais en fait, toutes les discriminations, c'est la même chose. Il y a certes des divergences, puis il y a aussi des points communs qui fait que là, c'est important, on en parlera aussi en fin de conférence, de l'intersectionnalité. Et donc là, pour parler de validisme systémique, en effet, c'est systémique dans le terme systématique, où on va le retrouver tout le temps, sur tous les angles et ça peut se retrouver sur des sujets dont on entend régulièrement parler, comme l'accessibilité. L'accessibilité, là c'est pareil, accessibilité à quoi? Les transports, l'éducation, là c'est pareil, le terme accessibilité c'est un mot valise qui parle de plein de choses, parce qu'avoir accès en fait c'est pas qu'une problématique uniquement des personnes handicapées, mais des publics dits empêchés. Et ça va être sur cette chose où on parle d'accessibilité du bâti très régulièrement. Où il y a eu la mise en place des ADAP au niveau de la loi qui était avant la loi de 2015 et avant la loi de 2005 et avant la loi de 1975, je crois. Donc tout ça pour dire qu'on repousse. Mais parce qu'en fait, peut-être qu'il va falloir se rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure des solutions de vouloir à tout prix rendre tout accessible et qu'il faut réussir à trouver des alternatives. Comment réussir à rendre accessible autrement et pas forcément uniquement avec du bâti, mais en mettant en place des solutions d'usage. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie aussi régulièrement, l'usage en fait qu'on peut avoir d'un service, d'un produit. Moi, je pense à une situation en fait qui s'est montrée très simple, c'est que on était à un glacier avec une amie, aussi un fauteuil, et il y avait une énorme marche, on ne pouvait pas rentrer, et le service se faisait à l'intérieur. Tout simplement, la personne nous a vus, elle est venue vers nous. Voilà, simplement, sans avoir à la interpeller. Est venue vers nous, elle a pris notre commande et voilà, c'était aussi simple que ça. Et c'est là où on voit qu'en fait on peut pallier à ces problèmes d'accessibilité du bâti, mais en mettant en avant d'autres choses et quelque chose de l'ordre de plus humain peut-être. Alors c'est vrai qu'on veut quand même, d'une manière générale, quand même l'application de certaines lois, mais il y a une différence entre la loi et les usages. Par exemple, on sait très bien que les lois, les quotas de 6% de personnes handicapées dans l'entreprise,
Bon, déjà, c'est contournable. Hein, les autres grosses entreprises vont se contenter de payer leur amende, voilà, à la GFIP, voilà. Mais aussi, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre les personnes handicapées les plus employables, celles qui vont coûter le moins cher en adaptation. Voilà, moi, quand j'ai fait ma RQTH, mon premier job, c'était un emploi aidé où je recherchais spécifiquement des personnes, voilà, qui rentraient dans les cadres de contrat aidé, dont des personnes handicapées. Et ils étaient bien contents de tomber sur une personne, en fait, qui demandait mais rien. Alors, la seule chose que je leur demandais, c'est de pas avoir une porte dans le dos, parce que quand ils m'ont mis dans un bureau avec la porte d'entrée dans le dos, j'ai chopé un torticolis au bout d'une semaine. Donc voilà, ils ont fini par mettre avec une porte face à, enfin, un bureau face à la porte. Mais voilà, c'est un exemple tout simple et tout bête que je donne quand j'explique que voilà, que c'est facile en fait de respecter la loi tout en contournant finalement dans les usages. Encore une fois, toujours une histoire d'une banalité incroyable. On va avec Camille et Damien dans un restaurant et je me dis chouette, il y a les toilettes PMR, mais en fait ils ont mis une table avec des chaises devant. Donc en fait on peut pas y accéder en fauteuil. Parce qu'ils se disent, elles sont là, bah, tant mieux, on a pris des locaux, il y a des toilettes PMR, il y a là, mais par contre, elles sont pas accessibles. En fait, on peut pas y arriver, ou alors il faut déplacer tous les gens qui sont en train de manger. Donc voilà, un exemple simple de je respecte la loi, mais dans les usages, en fait, je respecte pas les gens. Et ça, c'est important aussi de comprendre que le validisme, il est à la fois dans la société, dans la manière dont elle organise les choses au niveau d'un point de vue de la loi, d'un point de vue des institutions, et elle est aussi dans les comportements individuels. Mais c'est complémentaire. Il faut arrêter de croire que simplement en n'ayant plus de biais d'un point de vue individuel, en combattant les stéréotypes, par exemple, ça va juste complètement changer la société pour les personnes handicapées. C'est vraiment les deux. Il faut avancer sur le côté systémique et il faut avancer sur le côté individuel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal avec l'expression changer de regard sur le handicap. On peut nous regarder de différentes manières si vous voulez, hein, mais ça changera pas le fait que il y ait pas de rampe, il y ait pas d'ascenseur, il y ait pas de sous-titres, il y ait pas assez de braille, il y ait pas assez de il y ait pas assez d'AESH dans les écoles. Donc ça, c'est un point de vue systémique. On peut nous individuellement faire avancer la société, mais il faut que la société elle avance aussi, quoi. Oui, et puis la question n'est pas tellement changer de regard sur un handicap, mais plutôt qu'on a dit en description de cet événement, mais si on ne voit pas le problème, comment trouver une solution en fait, et que c'est au contraire pas changer de regard, mais plutôt apprendre à le voir vraiment, à s'y confronter et à voir la réalité, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir trouver des solutions à toutes ces problématiques. Dans le validisme systémique aussi, malheureusement, la grosse partie, c'est aussi l'institutionnalisation. On va toujours chercher à proposer, voire pas réellement proposer, mais à l'obliger à aller en institution en lui faisant croire que c'est la meilleure solution pour elle. Parce qu'elle sera protégée, parce qu'elle ne peut, le monde extérieur est beaucoup trop dangereux pour elle, et c'est là où on voit bien aussi le côté malicieux du validisme systémique. En fait, on te dit quelque chose pour justifier le statu quo, et que ça reste ça a toujours été. Il y a aussi cette notion de garder ce qui a toujours été fait avant, et de rester sur des logiques passées, des logiques qui datent un petit peu. Oui, c'est souvent en fait, c'est ce qu'on dit en France, c'est qu'on a vraiment une vision médicale et paternaliste du handicap. C'est-à-dire que on considère les personnes handicapées comme des petits enfants un petit peu, quoi. Et ça se voit dans l'institutionnalisation. D'ailleurs, pour la petite histoire, avant les dernières élections, j'avais pris tous les programmes des différents candidats aux élections présidentielles pour voir c'était quoi qu'ils proposaient en termes de politique du handicap. Alors déjà, s'il y avait 2 lignes sur le sujet, c'était le top, mais à l'époque, les sujets qui étaient sur la table, c'était de revaloriser le métier d'AESH. Donc là, il y avait une partie des candidats qui le mettaient. Il y avait la déconjugalisation de l'AH pour laquelle on se battait, l'allocation adulte handicapé. Donc ça, ils étaient plusieurs
en parler à le mettre parce que c'était le sujet du moment. Ils se sont dit ah yes, un truc où je comprends de quoi on parle, je vais le mettre dans mon programme. Mais en fait, la plupart des candidats, ils avaient rien sur la ligne du politique. Ou alors, quand ils ont une proposition, en général, c'est plus de place dans les institutions. Et on n'a pas encore compris en quoi ça répond à nos besoins, vraiment, parce que c'est une politique de, on va créer encore plus de place pour tenir les personnes handicapées à l'écart de la société. Parce que c'est actuellement le système institutionnel, on le voit comme la seule issue possible, la seule voie. Et alors de toute façon, je culpabilise ni les personnes qui mettent leurs enfants en institution ou leurs proches, ni les gens qui travaillent, qui font vraiment un travail formidable, souvent avec peu de moyens. Mais c'est vraiment, en fait, c'est un système, on peut fonctionner autrement et en fait, on ne sait pas trop parce que en France, on nous le présente comme voilà, comme le seul choix possible. Il y a d'autres pays où ils vont essayer d'aller contre ça en disant, en fait, les personnes handicapées, elles pourraient vivre dans la société, elles pourraient vivre chez elles. Il faut juste donner les moyens, en fait. Il faut juste se donner les moyens pour que les personnes, ça commence dès l'école, hein, pour que les enfants handicapés puissent aller à la même école que tout le monde, ça demande des moyens. C'est pas juste de dire l'école inclusive, ça suffit pas. Il faut que les locaux, ils soient accessibles. Il faut que les AESH, ils soient bien rémunérés, bien formés. Il faut que les profs, ils soient formés. Il faut qu'on sensibilise aussi les parents. Il faut des classes, pas 30 élèves, quoi. On peut pas avoir des enfants handicapés dans des classes de 30 élèves. On n'a pas le temps. Voilà. Donc, il faut mettre en place tout un système pour que dès l'école, les enfants soient tous ensemble. Parce que quand on grandit finalement dans une société où on voit pas, moi, une partie de ma vie, je n'ai pas vu de personnes handicapées, visiblement handicapées. Au collège, au lycée, il y en avait pas, tout simplement pas. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en institution, parce que les écoles n'étaient pas accessibles, parce que l'éducation n'est pas accessible. Donc, quand on grandit autour de modèles de personnes dans une validité bien sûr visible, bah en fait on se dit que c'est ça quoi, c'est ça la norme et du coup on n'apprend pas à vivre avec les personnes handicapées, on n'apprend pas à interagir avec elles, ça part de là en fait. Hein. Ça nous rejoint aussi une question de diversité, de pouvoir voir que toute vie est possible en fait et trouver aussi des alternatives parce que là où je te rejoins Béa, on blâme pas du tout les individus qui vont mettre en institution parce qu'en fait c'est là où encore une fois on voit la difficulté de percevoir ce validisme systémique, c'est qu'on nous présente cette solution comme la meilleure solution possible pour cette existence et en fait faudrait réussir à faire des pas de côté et à chercher d'autres solutions possibles, ce que nous on fait aussi de notre côté. Rémi? Je voulais rebondir sur la question de l'éducation parce que c'est assez drôle. Moi, je suis professeure des écoles en arrêt depuis 3 ans. Je souffre d'un handicap psychique, de plusieurs handicaps psychiques qui ont été diagnostiqués qu'en 2018. Voilà, j'ai 2 enfants qui ont des troubles aussi, TDAH et troubles 10. Et donc, la question de l'école inclusive et de gérer son propre handicap et le handicap de ses élèves et de ses enfants en rentrant à l'école à la maison le soir font que je peux plus exercer mon métier parce que je pouvais plus... mes idéaux pédagogiques, je pouvais plus les atteindre, donc j'étais pas en accord avec mes valeurs et je suis confrontée au handicap personnellement dans mes classes et avec mes enfants, donc je dois quitter mon métier et trouver une autre voie professionnelle par rapport à ça. Donc c'est vrai que la question de l'inclusion à l'école, on n'a pas assez de moyens matériels et humains, et quand on est soi-même confronté au handicap, c'est quelque chose de dur à gérer, donc je vais devoir renoncer à mon métier pour ces raisons-là, et voilà, je voulais rebondir sur ça et témoigner sur ce sujet. Je comprends, j'ai une grosse partie de ma famille qui est dans l'éducation nationale aussi, professeur des écoles, à peu près toutes les femmes de ma famille, voilà, et certaines d'entre elles sont aussi handicapées, donc on voit un peu la différence entre la théorie, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait rendre possible, et en fait ce qu'il est possible sur le terrain, et c'est pour ça je dis souvent que la désinstitutionnalisation en fait c'est pas une utopie, il faut juste se donner les moyens. Les gens ont l'impression de nous écouter parler, qu'on est des bisounours utopiques, qu'on invente une société idéale où tout le monde pourrait vivre en autonomie.
En fait, il y a des rapports qui ont été créés par des experts européens. Ça s'appelle les lignes européennes pour la désinstitutionnalisation, et on a disséqué ce document un peu indigeste pour essayer de le comprendre. Et ils expliquent en fait, avec moult rapports, chiffres, vous pouvez aller voir, que en fait, réellement, désinstitutionnaliser, c'est-à-dire fermer progressivement tous les établissements actuels où il y a les personnes handicapées, en fait, ça ne reviendrait pas plus cher à la société, en fait, de mettre en place ce qu'on appelle des services de proximité pour que les personnes handicapées restent simplement chez elles, puis vivent leur vie dans leur famille, avec leurs potes, etc. Ça ne coûterait pas forcément plus cher. On s'imagine toujours, voilà, que c'est pas possible, que c'est des solutions, et il y a toujours un argument, alors ça, c'est un argument qui a tendance un petit peu à, voilà, à mérisser un petit peu. On me donne toujours un exemple de la désinstitutionnalisation. C'est pas possible parce que vous comprenez, il y a des personnes qui sont trop handicapées pour vivre seules. Il y a toujours ce truc de oui, mais il y a les trop handicapés. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi le trop handicapé pour vivre seul. Parce que, voilà. Ça veut dire quoi, trop handicapé, quoi? Parce que comment là, j'en ai parlé il y a pas si longtemps avec mon kiné et je lui disais, je parlais du terme valide, il me disait mais est-ce que c'est le bon terme? Mais est-ce qu'un handicapé c'est le bon terme? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Je ne suis pas sûr. Donc là, c'est pareil, trop handicapé, ça veut dire quoi? C'est ça. Par exemple, en général, les personnes qui me disent ça me parlent des personnes avec un trouble du spectre autistique profond. Ils donnent toujours l'exemple de il ou elle se tape la tête contre les murs, etc. Comment cette personne peut vivre seule. Et en fait, on se rend compte que déjà, rien que sur le TSA, donc le trouble du spectre autistique, à quel point nos connaissances ont évolué ces 10-20 dernières années. On se rend compte que beaucoup de comportements qui étaient perçus comme violents, c'était simplement parce qu'on ne respectait pas les besoins des personnes, que les besoins ces personnes-là avaient des intolérances, des sensibilités particulières à la lumière, au son, aux gens, et qu'on essayait de les forcer à maintenir le contact oculaire. On les touchait, on les mettait sous des lumières violentes, comme il y a dans toutes les institutions. On leur donnait pas de casque anti-bruit. Évidemment, ces personnes avaient des réactions extrêmement violentes et ça a donné cette espèce de truc de les personnes autistes sont violentes, elles ont des non, en fait, on prenait juste pas en compte leurs besoins, on ne répondait pas à leurs besoins. Et d'une manière générale, en fait, les institutions ne peuvent, on s'imagine en fait qu'en institution, on répond précisément aux besoins individuels des personnes handicapées. Genre comme si c'était une espèce de lieu magique où d'un coup, on allait être pris en charge de façon individuelle, que voilà, on va les répondre à tous nos besoins. Mais c'est complètement faux. Vous voyez bien comment ça se passe dans les EHPAD. Rien que les EHPAD sont des institutions. On met les personnes âgées là-bas simplement parce qu'on n'a pas d'autres moyens en général. Et généralement, elles se retrouvent, voilà, il y a combien? Il y a une personne pour 15 personnes âgées en EHPAD. On n'a même pas le temps de leur donner une douche. Expliquez-moi comment ces établissements peuvent répondre aux besoins individuels. Il y avait une question dans le public. Oui, du coup, moi je travaille en ESAT, je suis moniteur d'atelier, et je confirme effectivement que oui, les institutions sont des véritables lieux d'oppression. Voilà, et même moi, alors que je suis quand même assez renseigné sur le sujet, ben, l'institution, quelque part, me force, enfin, voilà, on va dire que si je continue à travailler dans ce milieu-là, ben oui, je vais avoir des comportements, même si je lutte contre, d'oppression en fait. Donc c'est vraiment dans l'ADN des institutions d'opprimer du coup les personnes qui sont en situation de handicap. Et il y a vraiment quelque chose qui est assez fou, c'est que du coup dans les ESAT, c'est des établissements sociaux d'accompagnement par le travail. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est uniquement depuis cette année que du coup les travailleurs ont le droit de grève et le droit de se syndiquer. Et c'est donc c'est une avancée sociale assez incroyable. Enfin voilà, nous on sait, enfin pas moi personnellement, mais voilà, on va dire que il a fallu vraiment se battre dur pour avoir ces droits-là.
et qu'il a fallu attendre du coup 2024 pour que du coup les personnes en situation de handicap aient ces droits-là. Et au sein de l'institution, j'ai dû insister pour que l'information soit transmise. Ce qui a été fait un peu à la va-vite, quoi. Parce que sinon ça passait sans problème, voilà, c'était pas voilà. Donc c'est vrai que c'est assez terrible, quoi, et ce serait incroyable que vous puissiez du coup intervenir dans ces établissements, mais je pense que si je le propose enfin je peux essayer, mais la réponse sera oui, enfin sans même demander à des interventions, mais juste à pouvoir discuter, c'est déjà compliqué. J'ai eu l'occasion de faire un épisode hors série avec des étudiantes d'un master culturel de Paul Valéry sur le sujet du handicap et de la sexualité, pardon. Et en fait, elles ont essayé de discuter avec des institutions de cette thématique et ça n'a pas été possible en fait. Ça a malheureusement pas été possible. Mais en effet, cette question de l'ESAT, du travail et de cette égalité des travailleurs en ESAT comme des travailleurs en fait, pas comme des travailleurs en ESAT, mais qui soient salariés comme tout le monde, c'est une question prépondérante aussi dans la lutte sur ce validisme systémique. Tu parles de la question là, des institutionnalisations, c'est aussi quelque chose qu'on a signé, un traité qu'on a signé pour l'ONU, si mes souvenirs sont bons, où normalement on s'engage à la désinstitutionnalisation. Waouh, exercice d'orthophonie compliqué. Ouais, c'est ça, c'est comme répéter à ce mot là. Voilà, c'est la formule magique là dans. Archicafilifragilistique expialidocius, voilà, c'est ça, voilà, c'est. Et merci beaucoup pour ce témoignage parce que ça fait plusieurs fois que j'interviens devant des personnes qui travaillent dans le travail social et souvent je vois une différence entre les jeunes en fait qui sont encore étudiants ou qui ont commencé dans le métier et ceux qui ont 20 ans de métier. Ceux qui commencent dans le métier, ils sont encore pleins d'espoir de pouvoir changer les choses, de faire au mieux et tout. Et ceux qui ont 20 ans de métier, en fait, souvent, ils sont un petit peu hérissés par mes propos. Et je peux comprendre parce qu'ils ont l'impression qu'on attaque leur métier, tout ce qu'ils ont essayé de faire depuis 20 ans dans leur travail, etc. Et en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, le système, il est maltraitant, en fait, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il est maltraitant pour les personnes handicapées, il est maltraitant pour les personnes qui travaillent. C'est-à-dire que, au bout du compte, le fait de mettre en place, peu de moyens, d'être dans un système comme ça, qui enferme, qui sépare, qui met des règles de vie extrêmement rigides, etc. Ça finit par arriver qu'il y a une forme de déshumanisation des personnes handicapées et des personnes qui travaillent. Et ça, c'est important à souligner. Donc finalement, on peut dire que le validisme, ça touche les personnes handicapées comme les personnes valides, finalement. Tout à fait. Et en fait, voilà, c'est vrai que le milieu institutionnel, notamment, ça nous rappelle un peu, voilà, c'est une forme, en fait, finalement, de validisme ordinaire, c'est-à-dire que on trouve que c'est parfaitement normal, en fait, c'est parfaitement intégré que les personnes, handicapées vivent en dehors de la société et vivent dans des institutions et leur propre école, leur propre système. Et voilà, le validisme ordinaire, il a vraiment énormément de formes et ça passe aussi par exemple par le langage en fait qu'on utilise, par toutes les expressions. Moi j'étais un petit peu fascinée de voir en fait quand j'ai commencé à étudier ça à quel point par exemple on utilisait beaucoup un vocabulaire psychophobe, en fait sans s'en rendre compte dans les médias, utiliser les diagnostics pour dire un tel est schizophrène, un tel est machin, la folie, enfin tous ces termes comme ça sont extrêmement utilisé dans les médias, dans les différentes représentations sans que ce soit questionné en fait. On questionne pas le langage avec lequel on parle et on utilise tout un tas de termes en disant personne en situation de handicap, personne porteuse de handicap comme ça pour trouver des belles phrases pour enrober le truc comme si le handicap était un vilain mot en soi, un mot qui nous écorchait un petit peu. On va dire malvoyant à la place d'aveugle, malentendant à la place de sourd. Alors c'est pas du tout pareil en fait. Il y a malentendant et sourd, malvoyant et aveugle.
Et on utilise aussi plein d'expressions comme voilà, cloué dans son fauteuil, frappé par la maladie, souffrant de tel handicap. Et on se rend pas compte à quel point le langage comme ça qu'on utilise en fait nous marque, en fait, nous conditionne depuis qu'on est jeune en fait sur différents points. Et je pense que c'est aussi une manière en fait de réfléchir au monde que de réfléchir aux mots qu'on emploie en fait. On avait déjà fait j'avais fait un petit exercice avec des étudiants d'analyser des articles de presse qui parlent du handicap. C'était un florilège, c'était absolument n'importe quoi. J'étais tombée sur un portrait. Alors c'est une présentatrice télé qui est assez connue et elle avait un jeune fils avec, alors je crois que c'était un trouble du spectre autistique, et en fait le journaliste faisait un portrait de cette personne où il avait vraiment décidé de mettre en écho le côté la beauté, le côté éthéré de la présentatrice, son intelligence, sa finesse, et son enfant était décrit en fait en contrepoint comme un espèce de petit monstre hurlant, mais vraiment il était décrit comme un monstre hurlant, baveux, violent, enfin, et cet article, ce portrait et d'une violence extrême et vraiment voilà, on montre comme cet enfant comme son boulet en fait, et c'est avec des mots comme ça en fait qu'on déshumanise complètement les personnes handicapées, et comme quand il y a malheureusement de temps en temps ça arrive qu'un parent tue son enfant handicapé, et souvent les articles dans les médias vont se concentrer autour des émotions du parent, à quel point il avait souffert, à quel point c'était difficile d'élever un enfant handicapé, et il y a quasiment rien pour humaniser l'enfant en fait qui a perdu la vie. Et ça c'est vraiment dramatique, même juste dans le traitement journalistique, à quel point on oublie, on passe complètement le silence en fait sur la personne qui a perdu la vie, et on va avoir de l'empathie sur la personne voilà qui a fait un infanticide. Ah oui, c'est juste avant de passer à ta question, c'est comme tu dis, c'est des humanisations, on parle des mots, ou en fait on parle des mots comme si elles n'étaient pas connectées à des gens. Comme si on ne parlait pas de gens en disant schizophrènes, ces gens n'existent pas en fait. Et de ne pas avoir conscience de ça, que les mots ont un impact et qu'elles concernent des personnes vivantes. C'est comme ça qu'on arrive à les utiliser comme si on en était, à utiliser le terme handicapé comme insulte, à dire trop handicapé, mais on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié, donc on va passer à ta question. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est encore un témoignage. Donc par rapport aux troubles psychiques, généralement, d'un point de vue médical, on parle de personnes schizophrènes, des personnes bipolaires, des personnes TDAH, des personnes autistes. Les personnes peuvent s'identifier en disant je suis schizophrène, je suis bipolaire, je suis TDAH, je suis dysgraphique, je suis autiste. Et la question de dire je souffre d'un trouble plutôt que de dire je suis, ça permet de sortir un petit peu dans des cases médicales qu'on peut nous donner, et ça permet aussi de tendre plus vers une acceptation du trouble dont on souffre et de pas l'associer systématiquement avec une maladie, et donc pas s'identifier à ça, et pouvoir sortir justement de cette difficulté à s'accepter et à accepter ce dont on souffre, quoi. Je comprends, mais tu vois, par exemple, c'est malgré nous, hein, en parlant, j'entends beaucoup le mot souffrance, en fait. C'est je souffre d'eux, etc. Et c'est vrai que je pense que, je suis pas en train de faire la promotion d'un outil magique, mais c'est vrai que l'antivalidisme permet vraiment d'avoir un regard différent finalement sur soi-même quand on a un handicap. Moi, c'est vrai que je ne me distancie pas forcément. Parfois, je vais dire je suis malentendante, parfois je le dis pas. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai associé à mon identité. On n'a pas forcément toujours envie de l'associer, et ça, je l'entends forcément. Parfois, on a besoin de se distancier en disant j'ai ce problème, j'ai ce symptôme, et je ne suis pas ce problème ou ce symptôme. Ça, c'est très clair, et c'est aussi important. Je pense qu'en fait aussi, il faut laisser les personnes parler comme elles veulent d'elles-mêmes. C'est le principal.
parce que des fois, je suis dans une autre association de femmes handicapées et il y a des personnes qui nous disent des fois choquées, mais pourquoi vous dites ça? Il faut dire personne en situation de handicap. On est une association de femmes handicapées, on aimerait bien utiliser les termes qu'on veut pour parler de nous-mêmes. Nous, on dit femmes handi, voilà, en général, voilà, ou personnes handi, et puis c'est très bien. Et je pense qu'il faut respecter comment les personnes veulent parler d'elles-mêmes. Hein. C'est un peu le principe de voilà. C'est aussi une autre forme de réappropriation, parce que c'est vrai que le terme handicapé, c'est quelque chose qui sonne très administratif, où on nous colle cette étiquette handicapée, une étiquette qu'on n'a pas demandée, alors qu'aujourd'hui il y a ce terme handi qui est en train d'émerger, qui permet de se réapproprier, de dire nous on se dit handi, c'est pas quelqu'un qui va dire notre place qu'on est handicapé ou pas, qu'on va être reconnu handicapé, c'est nous on dit qu'on est handi, et le fait qu'on parle de nous-mêmes, de notre propre situation, ça la rend légitime, ça la rend valide, si je puis dire. Et aussi, quelque chose qui rejoint le validisme ordinaire, c'est quelque chose qu'on a bien entendu dans l'histoire de la mère qui a tué son enfant, c'est ce scénario négationniste, négatif de la personne handicapée où, en fait, la seule chose qu'elle peut attendre, c'est la mort. Et en fait, une fois qu'elle est morte, en fait, elle a, c'est bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire dans ce monde, elle avait rempli ce rôle qu'une personne handicapée, à partir du moment où, en fait, on dit qu'on est handicapé, c'est comme si le seul scénario qu'on pouvait avoir, c'était de mourir. Et c'est pour ça que d'ailleurs, au moment du diagnostic, pour revenir à ça, des fois, on va dire à des gens, vous n'avez que 10 ans à vivre. Et 20 ans plus tard, elles sont encore vivantes, elles ont des enfants, et voilà. Donc c'est là où, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas imaginé tous les scénarios possibles pour ces personnes. Mais c'est vrai qu'on juge aussi les personnes en fonction de leur reste à vivre. Genre si toi, tu as une espérance de vie de 20 ans, tu as moins de valeur, moins d'importance que quelqu'un qui est censé aller jusqu'au bout de sa vie, alors que notre vie peut être interrompue, excusez-moi, à tout moment, hein, d'une manière générale, en traversant la route. Déjà, effectivement, c'est extrêmement réducteur. Et ce que tu racontes, ça me fait penser, une fois, j'avais vu passer sur Netflix un film comme ça, qui s'appelle, je crois, Après toi, ou un truc comme ça, Avant toi, pardon. Voilà. Et d'un coup, moi, j'étais là, une histoire d'amour entre une personne handicapée et une personne valide, trop bien, je regardais ça. Et en fait, donc, c'est un homme handicapé en fauteuil roulant suite à un accident. Et voilà, il est beau, blanc, riche, hétéro, il vit dans un château, il a tout pour lui, c'est incroyable. Il rencontre une jeune fille, bien sûr, pauvre, valide et pleine de joie de vivre. Et là, bon, déjà, on est en plein dans le cliché, mais on s'accroche quand même au film, on dit ça va bien se passer. Et en fait, non, parce que malgré le fait qu'il tombe amoureux, qu'il vive une histoire d'amour, en fait, il va décider en fait de faire un suicide médicalement assisté. Et voilà. Et en fait, cette belle histoire d'amour termine comme ça. Voilà, il met fin à ses jours et elle hérite du pactole. Et vraiment, une histoire romantique comme on les aime. J'étais là vraiment à la fin, genre, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Et en fait, c'est à la base d'un livre. Le livre a été acclamé, le film a été acclamé, et tout le monde a trouvé ça très beau et très inspirant. Et moi, ça m'a laissé vraiment très perplexe, cette histoire. Et je me suis dit, voilà, c'est ça, nos représentations. Ça sera peut-être notre transition parfaite pour parler de validisme bienveillant juste après. On a d'abord un commentaire, une question. Oui, du coup, c'était pour rebondir aussi à ce qui avait été dit avant. En gros, je suis travailleuse sociale de formation, mais aussi en situation de handicap. Et du coup, il y a souvent ce truc-là dans le travail où je le dis pas que je suis en situation de handicap parce que justement, je travaille dans ce milieu-là. Ça a tendance à me desservir, mais aussi du coup, je rejoins ce que tu disais sur le fait d'avoir l'impression de reproduire une sorte de domination et d'avoir toujours un peu l'impression d'avoir l'expression un peu nulle, mais le cul entre deux chaises sur à la fois le positionnement, ce qu'on est en tant que personne, et aussi l'institution et toutes les normes qu'on nous demande de calquer, tout ça. Et donc du coup, ça prend du temps, mais même si la personne en situation de handicap, moi je le vois plus comme un outil
juridique, mais justement pour remettre en question l'environnement et pas le côté individuel. Et merci beaucoup, parce que depuis tout à l'heure, en vrai, ça rassure sur ce que vous faites. Voilà. Merci à toi. T'as dit plein de choses, moi, que j'ai envie de rebondir dessus. Déjà, t'as parlé de se dire handicapé ou pas lorsqu'on cherche du travail. C'est une grosse question, c'est une énorme question, parce qu'en fait, on se rend compte que même au-delà du biais, encore une fois, ça va être une question de légitimité où en fait, dès qu'on va se déclarer handicapé, on va être plus vu comme travailleur, comme un travailleur comme un autre, en fait. À toujours remettre en question ce qu'on a à dire, notre compétence professionnelle. En fait, on n'a pas de compétences professionnelles quand on est handicapé. C'est un peu cette idée-là qu'on a l'impression d'avoir. De deux, tu as parlé de juridique. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a quelque temps, on a participé à une conférence qui parlait de ça, du juridique et du handicap. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de vides juridiques dans le handicap, notamment la notion de gravité. Et en fait, il y a rien dans la loi qui va différencier le handicap dit grave de handicap qui n'est pas. C'est comme quand on parle de handicap lourd. Ça veut dire quoi, le handicap lourd? Enfin, ça rejoint la question de tout à l'heure, tu es trop handicapé. Ça, on sait pas. On sait pas ce que ça va dire. Dear Valid People. Valid People.